Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Il n'y a pas un seul Algérien, ni une seule Algérienne, qui ne sait de quoi est capable ce régime. Nous le savons tous, parce que nous l'avons tous éprouvé dans notre vie de tous les jours, parfois dans notre chair, et souvent dans notre dignité aussi. Nous le savons tous, y compris les malheureux étrangers qui vivent chez nous et qui savent ce qu'il en coûte. Nous le savons tous, y compris les animaux qui ont la malchance d'être nés chez nous et qui en savent quelque chose aussi. Et nous le savons tous, y compris ceux de nos compatriotes qui sont de l'autre côté, du côté de ce même régime, ses parentèles, ses clientèles, ses agents. Sauf que nous ne le savons pas de la même manière, eux et nous, bien évidemment, puisque eux sont du côté du manche. Ce régime est capable de tout et de n'importe quoi, sans aucune limite, aucune éthique, aucune réserve. Capable de perpétrer l'inimaginable, l'incroyable. Et c'est pour cela que les Occidentaux ne nous croient pas quand nous leur parlons des pratiques de ce régime. C'est tellement énorme, tellement hallucinant, que ça ressemble vraiment à du mensonge, à du délire. Ceux à qui nous nous livrons sur ces pratiques, ceux parmi les Occidentaux, à qui nous nous livrons sur ces pratiques de ce régime, pensent vraiment, ils pensent mordicus, que nous sommes de sacrés menteurs, que nous inventons, que nous fabulons. Je me rappelle même d'un journaliste français à qui j'avais longuement parlé du terrorisme pédagogique, qui m'a écouté religieusement et très amicalement, il m'a conseillé de ne plus raconter de telles extravagances si je voulais être pris au sérieux. C'est dire. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'affaire des prisonniers politiques qui ont entamé une grève de la faim à la prison d'Al-Harrach. Tout le monde le sait, y compris les familles des détenus, y compris leurs avocats, y compris tout le personnel pénitentiaire, y compris et surtout les détenus eux-mêmes, puisqu'ils sont en grève de la faim. Mais le régime en a décidé autrement. Non, ils ne sont pas en grève de la faim. Et le régime a appelé son procureur général qui a pondu un communiqué par lequel il déclare que cette grève n'existe pas, qu'elle n'existe que dans l'esprit des agents de la subversion, que les informations qui circulent à son sujet sont de l'intox, émis par des milieux hostiles qui cherchent à porter atteinte à l'Algérie. Voilà de quoi est capable ce régime. J'ai bien aimé un titre de la presse des réseaux sociaux qui a utilisé le mot « escamoter ». Le régime a tenté d'escamoter la grève, comme les magiciens là qui vous escamotent quelque chose. Vous regardez bien ça, hop, elle n'est plus là. Et je vous laisse imaginer tout le reste, et vous en savez quelque chose vous-même. La grève de la faim des prisonniers politiques d'Al-Harrach est à son 5e jour. C'est une grève de la faim éminemment politique, en droite ligne du retour annoncé du Hirak et qui procède de son essence même. Une lutte pour la libération de l'Algérie, pour l'avènement tant attendu d'un État de droit, juste un État de droit, une nation démocratique enfin telle que souhaitée par ceux qui ont donné leur vie pour la libérer. Et c'est cela qui fait peur au régime, parce que cette grève peut devenir le signal à une grève de tous les prisonniers politiques dans toutes les prisons où ils sont détenus en Algérie. Parce que cette initiative peut provoquer un sursaut populaire parmi les millions de hirakistes qui sont en stand-by et qui n'attendent qu'un signe pour faire revivre le printemps démocratique. Mais, comme le dit si bien
un proverbe italien. Le mensonge a les jambes courtes. Détenu politique d'Al-Harrach, le pouvoir tente d'éclipser la grève de la faim. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous n'avons pas pu le faire plus court. Et pour en parler, nous allons avoir avec nous, du moins je l'espère, parce que nous n'arrivons pas à le joindre, Abdelghani Badi, avocat, militant des droits de l'homme, connu pour s'exprimer dans ce genre d'affaires, où il est devenu très visible et où il devient de plus en plus gênant, et donc il risque beaucoup, il risque gros avec ce régime qui le suit à la loupe, hein, pour ainsi dire. Nous essayons de le joindre. Et nous aurons avec nous Farida Hamidi, psychologue clinicienne, militante politique, Ali Aïdjoudi, militant des droits de l'homme, président de Riposte International, Anis Al-Qama, psychologue militant politique, et nous allons commencer avec Farida Hamidi. Farida, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir, bonsoir à tous. Chaleureuse salutation pour les familles des détenus, pour les détenus, et soutien indéfectible aux grévistes de la faim. Merci Farida. Alors d'abord, cette notion de prisonnier politique. Vous savez que dans son communiqué, le procureur général n'a même pas voulu utiliser cette expression, pourtant un véritable euphémisme, pour escamoter la réalité de ces prisonniers, comme il ne pouvait pas dire que c'est des prisonniers, des détenus de droit commun, et qu'il ne peut pas dire prisonniers politiques, et qu'il ne peut même pas dire prisonniers d'opinion ou détenus d'opinion. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit une frange de détenus, on dit qu'une frange de détenus aurait entamé une grève de la faim. Une frange de détenus. Et puis il dément catégoriquement, le procureur général, et donc derrière lui le ministre, et donc derrière le ministre l'état-major et Tebboune et les autres, ils disent non, il n'y a pas de grève de la faim, alors qu'il y a une grève de la faim. Est-ce que c'est un problème psychologique, psychiatrique, une stratégie de fuite en avant, un déni? C'est quoi? Je parle à la psychologue d'abord, clinicienne, avant de parler à la militante des droits de l'homme. Dans votre introduction, j'ai aussi entendu le mot délire. Donc, on est effectivement dans quelque chose d'assez pathologique, mais bon, qu'on connaît chez le système de toute manière. On l'a toujours traité de schizophrénique. Parce qu'il est dans un système de clivage total. Après, l'utilisation aussi des mots
Je pense qu'ils les pèsent aussi parce que ça les engage très fortement. Donc ne pas utiliser aussi prisonniers politiques parce que ça engage leur responsabilité. À partir du moment où ils se disent Rana fil Jazair al-Jadida, la nouvelle Algérie, et que le Hirak al-Mubarak ou le Hirak al-Asil et tout ce qu'ils nous ont sorti là comme terme pour essayer en tout cas de manipuler l'opinion internationale, et on sait très bien que c'est à l'attention de l'opinion internationale parce qu'à l'intérieur tout le monde sait qu'ils sont illégitimes et que c'est des menteurs et que c'est des incompétents politiquement et dans le reste des domaines. Donc forcément, ça les engage s'ils disent qu'ils ont des prisonniers politiques. Donc il a été chercher un terme barbare, une frange. C'est assez méprisant d'ailleurs. Hein, voilà. Puis c'est insignifiant pour eux. C'est quoi cette grève de la faim? Ils ont pris l'habitude de balayer comme ça d'un revers de la main tout ce qui les dérange et tout ce qui se met en travers de leurs intérêts personnels. Hein. Donc c'est dans ce sens-là plus qu'un autre qui l'a dit ça. Mais en tout cas, oui, d'un point de vue psychologique, en tout cas, on peut relever que des contradictions et que de la dissonance chez ce système et une incohérence totale entre les annonces et les faits. Donc tout le clivage de ce système-là se trouve justement dans ces mécanismes-là qui font que, effectivement, ça provoque aussi de la sidération sur la population, et je pense que c'est l'effet escompté, c'est ce qu'ils veulent. Hein. On sait tous que le 22 février approche, ils ont peur. Donc en fait, ils mentent parce qu'ils ont peur. Il s'agit d'une bande de gamins, sauf que cette bande de gamins est sacrément dangereuse quand même. Et il y a beaucoup de gamins dans la clique qui dépassent les 80 ans. Hein, c'est 80 ans, pardon, 80 ans, je crois. C'est comme voilà, ça qu'on dit. C'est ce qui fait. Alors, Farida, ces gens-là sont dans quelque chose de pathologique, mais ils sont dans un déni, dans une fuite en avant. Est-ce parce que ils sont tous malades? C'est des gens qui ne sont pas normaux, qui sont dans une attitude forcément malveillante, forcément malsaine? Est-ce que c'est le système lui-même qui est devenu malade et qui phagocyte tous ceux qui y entrent et qui leur inculquent j'allais dire les qualités, les vices du système? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils n'ont pas d'autre moyen que le mensonge, que la contradiction, que le paradoxe, d'après vous, ils sont dans quelle attitude et ils pourquoi? sont en fait dans une attitude d'échec, ils sont en échec. Ils sont en échec parce qu'ils sont incompétents. Et comme ils sont incompétents, ils ont constitué un système qui est pathologique. Donc si vous voulez, eux, à la base, ils sont pas... C'est pas des personnes atteintes de pathologie mentale, hein, quoique, peut-être de déficience. Mais par contre, c'est des personnes qui sont incompétentes. Donc, quand on est incompétent, forcément, on est en échec. Et ça a constitué un système. Le système, par contre, effectivement, il est pathologique. Il est plutôt pathogène. Il est pathogène. Et il est vecteur d'angoisse et vecteur de stress. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que si vous voulez, le contenu de ce qu'ils disent, comme par exemple là, hein, ce qu'ils viennent d'utiliser comme la frange, une certaine frange des prisonniers, en fait, si vous voulez, le contenu de ce qu'ils disent par rapport à plein de choses, hein, par rapport à plein d'annonces qu'ils sont en train de faire, le contenu, il est vide et on le voit très bien. Donc, même la personne qui dit ce contenu vide, c'est pas elle qui l'a décidé. C'est ceux qui sont derrière, qui manipulent, qui tirent les ficelles. Allez, va dire ça, le larbin, il va le dire. Par contre, moi, je m'intéresse, en tant que psychologue en tout cas, je ne m'intéresse pas au contenu. Je m'intéresse au mécanisme. C'est le pourquoi de dire ça à tel moment, en fait. Par exemple, ce qui se passe maintenant en termes d'arrestations répressives qui se sont accentuées ces derniers jours de manière assez impressionnante. Vous savez, ça me fait rappeler, je vais faire l'analogie avec une classe. Vous avez un prof qui fait un cours.
Et c'est pour ça qu'on parle d'assassinat pédagogique et de répression psychique aussi, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment de la répression psychique. Le 22 février se rapproche. Vous avez un prof dans la classe, par exemple, il est en train de faire une leçon. Si c'est un bon prof, il va arriver à un moment donné où il va aborder une notion très importante. Il va s'arrêter, il va attendre que toute l'attention des élèves soit concentrée et il va leur rappeler qu'il a besoin de toute leur concentration à ce moment-là parce qu'il va aborder la notion la plus importante de la leçon. Donc en fait, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à ça, ce qui se passe maintenant, c'est que ces multiples répressions-là, c'est pour inculquer la leçon, encore une fois, de la peur. Le problème, c'est que c'est une projection sur la peur de la population, parce que c'est un peu tordu ce que je suis en train de dire, mais en fait, c'est eux qui ont tellement peur qu'en projetant leur peur sur la population, comme ils sont en échec, la seule solution qui leur reste, c'est la répression. C'est d'emprisonner les gens. Parce qu'effectivement, في الجزائر الجديدة اللي يهضروا عليها والحراك المبارك اللي حررهم en tant qu'عبيد, finalement, ils sont en train d'empêcher les gens de penser. Parce que emprisonner quelqu'un à cause d'une publication Facebook, c'est d'empêcher quelqu'un de penser. Moi, je pense quelque chose, je veux la partager de manière spontanée, je vais faire une publication sur Facebook. Donc, j'imagine que si j'étais en Algérie, ils viennent me chercher. Bon, madame, la publication que vous avez fait maintenant, elle touche à l'unité nationale ou elle touche à la fonction du président de la République. C'est quand même hallucinant. Donc là, à ce moment-là, précisément, il y a le 3e anniversaire du Hirak qui se rapproche. Ils ont besoin d'attirer l'attention de la population. Donc, arrêtez-vous, on va vous montrer de quoi on est capable quand on a peur. Et je pense, en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. Très bien. Nous n'arrivons toujours pas à joindre Maître Badi. C'est vraiment dommage, parce que nous avions besoin de lui pour qu'il nous fasse un peu une explication de texte, que nous sachions un peu ce qu'il en est vraiment dans cette situation que le régime tente d'embrouiller pour semer la confusion dans l'esprit des gens. C'est dommage, j'espère que nous allons pouvoir le joindre. Ali Aïdjoudi est avec nous, militant des droits de l'homme, président de Riposte International. Il ne peut pas être en Skype, malheureusement. Ali Aïdjoudi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir, Sidi Jamel. Bonsoir aux téléspectateurs de Maghrébien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ali Aïdjoudi, d'abord sur cette grève de la faim qui semble inquiéter au plus haut point le régime, au point où il tente de l'escamoter, de la nier. Il est en train de crier sur tous les toits qu'il n'y a pas de grévistes, qu'il n'y a pas de grève de la faim. Pourquoi, d'après vous, d'abord sur cette panique du régime avant d'en arriver à la grève de la faim en elle-même? Merci. Tout d'abord, la date choisie, ça nous rappelle une certaine grève de 1958. C'était le but des grévistes, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé. La grève des 8 jours. C'est pour faire le lien avec la révolution. Merci, c'est pour faire le lien avec la révolution 54-62. C'est pour rappeler le peuple algérien que nous n'avons pas encore eu notre indépendance. Il y a eu une passation de consignes contre un colonisateur qui est la France et un nouveau colonisateur qui est le clan de Oujda et l'armée des frontières qui s'appelle malheureusement aujourd'hui l'armée, l'ANP, l'armée nationale populaire, qui est un grand mensonge. Donc ça les gêne. Tout ce qui a un lien avec notre valeureuse histoire, ça gêne ce pouvoir illégitime qui essaie de s'accrocher à l'histoire de notre révolution et de notre indépendance, d'un côté. D'un autre côté, vous savez que le pouvoir algérien, le régime algérien a été interpellé par
les Nations Unies déjà le rappelaient des recommandations qui lui ont été faites en 2017. Au lieu de remédier, au lieu d'essayer d'apporter des correctifs, des améliorations, au contraire, il a fait voter une constitution qui n'a jamais été votée d'ailleurs, qui a été rejetée par le peuple algérien, et qui est plus dramatique, plus catastrophique que la précédente, celle de Bouteflika. Eh bien, il y a une commission qui va se déplacer sur Alger des Nations Unies entre le 16 septembre et le 22 septembre 2022. Et le dossier de l'Algérie sera traité par les Nations Unies le mois de novembre 2022. Donc, ça le met dans une situation pas très confortable, mal à l'aise. C'est-à-dire quand il y a des détenus qui ont été incarcérés injustement, illégalement, et décident d'organiser en même temps une grève de la faim. Vous savez, la grève de la faim, c'est pas du tourisme, c'est pas du plaisir, c'est se priver de la nourriture et de l'eau durant une période illimitée. C'est une torture. Normalement, non, Ali Aidjoudi, normalement la grève de la faim, telle que reconnue juridiquement dans le monde, c'est uniquement la nourriture, ce n'est pas l'eau et le sucre. Sinon, tout le monde meurt. D'abord, il faut rappeler qu'il y a déjà des militants qui sont en grève et que leur vie est en danger. Tel que Ben Naoum, tel que Brahim Lalami, juste pour rappeler que Dr Kemal Delfkhar a été assassiné suite à cette grève de la faim. Ils ont abandonné Dr Kemal Delfkhar, il a été abandonné et laissé donc à son sort. Et donc, vous imaginez l'impact de cette grève qui a été rapportée par la presse internationale, par les médias, et nous avons alerté les instances internationales, en tout cas Riposte Internationale, a alerté et le Haut Commissariat des droits de l'homme, et les Nations Unies, et le Parlement européen, donc, pour donner un écho justement à ces sacrifices, à cette lutte, à cette résistance. Alors, comment expliquez-vous, Ali Aidjoudi, pardon de vous interrompre, que la presse algérienne, dans son ensemble, elle n'a pas ou très peu traité de la question. Soit elle n'a pas, parce que ce sont des journées inféodées au régime ou qui n'ont pas peur de perdre la carotte que leur donne le régime régulièrement, ça veut dire la publicité institutionnelle, comme on dit, ou alors d'autres journaux qui ont eu le courage d'en parler quand même, mais ils l'ont fait sous forme de petits comptes rendus factuels. Ça veut dire ils ont dit, le procureur général a dit, le CNLD a dit, il semble qu'il n'y a pas d'engagement journalistique pour éclairer l'opinion publique sur la réalité de l'événement. Comment expliquez-vous? La peur, la pression trop forte, ou alors c'est juste qu'ils sont dans une fausse liberté de temps et ils sont du côté du régime tous en tant qu'ils sont? Non, pas du tout. Il y a des journalistes dignes, des enfants, des journalistes qui méritent tout le respect, qui résistent. Mais en gros, généralement, la presse algérienne, c'est une presse qui s'appelle Boudouro. C'est une presse des égaux hachakoum. C'est une presse qui ne mérite aucun respect parce qu'elle est soumise, elle est acquise à ce pouvoir. Et quand des fois je pose la question, moi qui est militant depuis 30 années, moi qui ai participé à des dizaines de marches, moi qui ai participé avec d'autres personnalités, d'autres militants, avec des petites gens, pour la liberté de la presse,
finalement cette presse qui tombe entre les mains de ces médiocres, de ces traîtres, de ces vendus, de ces gens qui ne méritent aucun respect, de ces pseudo-journalistes, qui s'appellent la presse de Bodoro, la presse d'Adoro, la presse acquise à la net. Malheureusement, c'est un constat, c'est un triste constat, mais malheureusement, il y a encore des journalistes dignes qui travaillent même à l'intérieur des institutions, à l'intérieur de cette presse, de ces journaux. Eh bien, le pouvoir, il a la main mise sur cette presse. Il ne tolérera jamais que cette presse parlera de cette grève de la faim, parlera de ce Hirak, parlera de cette résistance, et on s'attend bien à toutes ces réactions de ce pouvoir. Et restez avec nous, Alia Djodi, pardon de vous interrompre. Alors, Abdelghani Badi, maître Abdelghani Badi vient de nous rejoindre, malheureusement pour une courte intervention. Il vous demande de l'excuser. Il restera avec nous le temps de nous expliquer un peu. Maître Abdelghani Badi, marhaba bik, vous préférez vous exprimer en arabe, de préférence dialectale, sinon fasha ma kana hatta mushkil. Marhaba bik, vous êtes avocat, vous êtes militant des droits de l'homme, vous êtes connu sur le front du militantisme des avocats qui s'engagent. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par ce point, si vous le permettez. Comment expliquez-vous que dans un corps de 40 000 avocats, à peu près, il n'y ait que 180 à 200 avocats qui s'engagent vraiment dans le soutien du Hirak, dans le soutien des Hirakistes, des prisonniers politiques. Et d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik, Abdelghani Badi. تفضل سي عبد الغني. فقدنا الأستاذ. Nous allons essayer de le joindre de nouveau. Et je reçois Anis El-Qama, psychologue, militant politique. Anis El-Qama, merci d'être des nôtres. Ça commence bien. Alors, nous allons revenir à Farida Hamidi. Farida Hamidi, voilà, donc un régime qui fait ce qu'il veut et qui se sait légitime. Il ne peut pas ne pas le savoir, puisque, par exemple, Tebboune sait très bien qui l'a mis à la tête de ce pays. Il connaît même le nom de la personne décédée aujourd'hui, qu'il a placé, le général Gaïd Saleh, le chef d'état-major. Ils savent tous qu'ils sont illégitimes, au Parlement, au Sénat, à la présidence, tous les élus, ils savent tous qu'ils obéissent à une mafiocratie, que le vrai pouvoir est derrière et que maintenant il est de moins en moins derrière puisqu'il est de plus en plus visible, qu'il ne se cache plus. On voit de plus en plus de militaires à l'avant-scène de la politique. Mais ça ne les gêne pas, Farida Hamidi, c'est toujours la psychologue, je profite de votre présence parmi nous, ça ne les gêne pas, alors qu'ils savent que tout le monde sait, même leurs partenaires étrangers, même tout le monde sait, et eux, ça ne les gêne pas, et ils viennent avec un discours parallèle, c'est comme s'ils marchaient à côté d'eux-mêmes. Oui, l'autre, il est illégitime, mais c'est moi qui vous parle, moi je suis légitime, moi. Pourriez-vous nous expliquer un peu cette attitude très schizophrène, justement? On n'entend pas. On revient à vous. Rappelez-vous de la question. Badi est avec nous. Maître Abdelghani Badi. أنا سمعك جمال الدين سمعك مرحبا بك أستاذ. سمعت السؤال تاعي؟ شكرا. سمعته طري بيان سمعته. شوف تفضل خليك تعبر. كاين مشكل في الريزو على بالك وتجاوب على السؤال تاعي من فضلك. قلت لك الصعوبه في الخطوط معليش نجاوب بسرعه. السؤال نتاعك تطرح بزاف في الفتره الاخيره يقولوا بلي هيئه 40,000 محامي كيفاش يلتزم غير 200 محامي
شوف، خلينا نكونوا شويه واقعيين، ونكونوا شويه يعني نفكروا بمنطق الاشياء. اولا المحاماه هذه هي مهنه حره، هذه اولا. والمحاماه ما هيش بالضروره النضال، ما تعنيش هي مهنه. لا تعني النضال في حقوق الانسان. المحاماه فيها محامي متخصص في القانون التجاري، محامي يخدم القضايا العماليه، محامي متخصص في قضايا الاسره وقضايا الطلاق، محامي متخصص في القانون البحري دروا ماريتيم، واحد متخصص في القضايا تاع الفساد، قضايا الجنائيه، قضايا القتل، قضايا المخدرات. يعني المحاماه في النهايه تخصصات. وكاين محامين فعلا متكونين في حقوق الانسان، وعندهم يعني رغبه في الدفاع في قضايا حقوق الانسان، وعندهم التزام الى جانب المهنه نتاعهم اللي يمارسوها بشكل عادي في المكاتب تاعهم. تلقاه محامي عنده قضايا مدنيه، قضايا عماليه، قضايا تجاريه، لكن في نفس الوقت يبادر باش يدافع في حقوق الانسان بالوقت اللي عنده. ربما يحاول كيف يقسم الوقت تاعو باش يوفق بين العمل النضالي وعمل المكتب. يعني الناس ما تقدرش تحكم على مهنه كامل باللي لازم تكون هذه المهنه كامل في مجال حقوق الانسان. هذا كلام غلط. انا بالنسبه لي كلام غلط. هذا اولا. من جهه الكلام الثاني لازم نقولوه، لازم الناس يكونوا واعيين به. اذا كنا فعلا نسعى باش نبنيو دوله الحق، اذا كنا نسعى بان نحترموا الاراء على الاخر، نحترموا الاراء على الاخر. كل واحد عنده راي في التصور، كل واحد عنده راي في المسار، كل واحد عنده راي في القناعه، كل واحد عنده راي في الفكره. هذه نحترموها. الانسان اذا ما جاش يمشي معايا في المسار نتاعي، ماهوش بالضروره نقول له لا انت ما راكش لا ووتور، ولا انت ما راك خنتنا، ولا ما يليقش. المهم انه ضدي، ما تهجمش عليا، ما تخونيش، ما تقمعنيش. الان هل الان اللي ما يلتزمش معك بالدفاع عن حقوق الانسان وفي القضايا، هل هذا المحامي هو اللي راه يملك حريتك؟ هل هو المحامي هذا اللي ولكن أستاذ نشكرك يعني على نبولة هذا الموقف. ولكن هل ترى الأطباء مثلا، أطباء ما مش كل متخصصين في لا ميديسين جينيرال ولا في الكونسير ولا في كذا، ولكن لما يلقى واحد ما ضربته اوتوموبيل ما هو بسيكياتر، كي يلقى واحد بليسي يتلاح باش يداويه، سينو سي نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي. لي زافوكا الالجيريان حتى اذا مثلا اختصاصه مش حقوق الانسان وبارو باش يروح يدافع في قضيه باش يرفع، ولكن لما يشوف الظلم بعينيه، مش غير لي زافوكا لي ميدسان، توت لي زيليت الجيريان، كيفاه يعني ينجم يشوف بلاده كيما هكا رايحه مديها الواد وهو خطيه، حتى مع الزملاء نتاعو اللي ملتزمين واللي راهم في الجبهه تاع تحرير هذا البلاد، لما يتحقروا ويدخلوهم للحبس ما يسندهمش. نظن ما نجموش نقولوا لا ما عندهمش اختصاص. جمال الدين، نعطيك مثال بسيط. أيوة. بوتفليقه كان مقعد وعاجز تماما عن ممارسه المهام. كي عطيت لي مثال بالاطباء، نعطيك مثال بالاطباء. بوتفليقه عاجز تماما، داير AVC، ما يتكلمش، ما يقدرش يمارس المهام نتاعو. لارتيكل 88 افون ومن بعد لارتيكل 102 ابري، تعديل تاع الدستور. هل كل الاطباء قالوا بانه هذا الرجل عاجز؟ هل كلهم كان عندهم التزام سياسي والتزام يعني وطني باش يقولوا بلي هذا الانسان لازم يروح لداره؟ لا، بطبيعه الحال. يعني حتى الناس عندهم طاقات وعندهم قدرات. خليني نقول لك باللي ماشي الناس كاع العربي بن مهيدي، ماهمش الناس كاع الشهيد العربي بن مهيدي توشي العربي، ما مش الناس كاع عندهم نفس الطاقه اللي نرجعوا اذا سمحت. لذلك انا شوف خليني سي جمال، انا نتمنى انه ما ينصبوش لبعضنا ما حاكم، ما نصبوش لبعضنا. اللي يقدر يحط يده بارك الله فيه، اللي يقدر بقلبه بارك الله فيه، اللي يقدر بالدعاء بارك الله فيه. انا ننبذ الانسان اللي اولا ما يمشيش معايا في الطريق ويزيد يدير العراقيل وما يخلينيش نمشي، ويزيد يكسرني ويخونني ويزيد يقول بلي هذا هو المسار اللي راح يدمر الجزائر. اما الانسان اذا ما مشاش معايا
والتزم الحياد او التزم الصمت وما قدرش، عجز لظروف لاسباب، واحد عنده مشاكل عائليه، واحد عنده اسباب قدراته النضاليه، بالك ما عندوش فكر سياسي، ما عندوش تنشئه سياسيه، ما عندوش تنشئه حقوقيه. لذلك انا ضد تنصيب محاكم لمحاكمه مثلا فئات مهنيه او مثلا كالمحامين او الصحفيين او كالاطباء او المثقفين. كل واحد عنده طاقة استيعاب، كل واحد عنده قدرة على النضال، الآخر ما يملكش نفس القدرة اللي عندك أنت. ورب العالمين أعطى كل واحد درجة من القوة. الآن خاوتنا اللي راهم في السجون، رب العالمين يعني أعطاهم واحد الشجاعة وإضراب عن الطعام وقدرة على التحمل وصبر كبير. وكاين يعني كاين اللي ما عندوش هذه الطاقة، هذه إلهية كما واحد. وجستمو فيما يخص الإضراب هذا الجميع شارك أستاذ في الثورة التحريرية؟ هل كل جزائري شاركوا؟ هل كل جزائري لا حقيقة أنا يعني نستعرب الموقف تاعك، يعني بارك الله فيك. يعني كون جينا كل كيما أنا نحب ربما ما راناش في الحالة اللي رانا فيها. كل الفئات يكونوا مع الوقت يتشجعوا ويكونوا معنا، والعدد كبر، سواء في الصحفيين، سواء في المحامين، سواء في الأطباء، سواء في الكتاب، في كل الفئات اللي ممكن أن تعطي دعم لهذه الثورة المباركة، الثورة السلمية. نخليهم يمشوا معنا بهدوء احسن من ندخلوا معاهم في محاكمات ونقول لهم لا انتم ما مشيتوش. نتمناو ذلك، نحاولوا. بارك الله فيك ان شاء الله. استاذ، فيما يخص الاضراب عن الطعام تاع المسجونين السياسيين اللي راهم في الحراش، واللي ما استعرش بهم البروكيرور جينيرال، قال ما كانش منها، ما كانش الله قراف. هذه تقدر تعطينا يعني تفهمنا واش راهو صاير في الحقيقه بصفه موجزه من فضلك؟ شوف يعني معليش، شوف كاين قانون تنظيم السجون ماده 64. الشخص يقدر يدير اضراب عن الطعام، يقدم اشعار او اخطار للمدير السجن، إدارة السجن يقدموا لهم إخطار، وهما يتخذوا إجراءات، يوضعوه في العزلة ويخضعوه إلى تدابير صحية اكسترا. الكثير من الناس اللي دخلت في إضراب عن الطعام واللي تواصلنا معهم يوم الأربعاء ويوم الخميس وفيهم اللي تواصلنا معهم يوم الأحد، هؤلاء تقدموا بإشعارات لإدارة السجن، لكن إدارة السجن ما حبش تستلمهم، ما حبوش يستلموهم عليهم. ولكن مع هذا ما اعترفوش بهم كمطعم. الناس هذو اللي داروا الاضراب عن الطعام يعني بقاو في اضراب عن الطعام دون، خليني نحمل المسؤوليه الى اداره السجن، دون ان تمكنهم اداره السجن من الرعايه او المرافقه الطبيه. لانه لماذا هذا الاشعار يمكن السجين المضرب عن الطعام من حقوق. اول حق وهو حق انساني وحق طبيعي وحقه في الحياه، باش تكون هناك مرافقه طبيه، يقيسوا له الجليسيمي نتاعو، يعسوا ظروفه الصحيه، يوفروا له الحد الادنى كما الماء والسكر الى اخره، ويوضع يعني للاسف يوضع في مكان معزول. هذه الاجراءات اداره السجن ما مارستهمش مع الناس اللي تقدمت بطالب وتم من طرف الاداره قالت احنا ما نشدوش. انا هذا نتكلم على هذا الشيء يعني بكل تحفظ الى غايه يوم الاحد. انا البارح ما مشيتش لسجن الحراش واليوم ما مشيتش لسجن الحراش. دونك اذا كان هناك اشياء مش على بالي نهار السبت، عفوا نهار الاحد كي رحت لقيت سبعه احد المحبوسين تاع الحراك قال لي احنا في 7 في العزله راهم شدوا علينا هذا الاخطار وقاسونا السكر، وكانوا يعني تقريبا هم الاوائل اللي بداوا يشدوا عليهم، يعني بعد ما النيابه قالت باللي ما كانش اصلا اضراب. اذا المشكل انه انا قلت في عندما حررنا البيان مع الزملاء والزميلات اللي رانا في CNLD قلنا بأن المسألة ارتبطت بإشكالية هذا الإخطار، يعني الإدارة ما حبش تستلم الإخطار، وبالتالي النيابة العامة الباركي جينيرال يعتبر بأن الإضراب يكون بداية من تسلم الإشعار. وهذا من ناحية هو فيه تعسف تجاه هؤلاء السجناء، يعني تمام هو مضرب عن الطعام واقعيا، هو ريال مورا مضرب عن الطعام، دونك انت ما شديتش عليه الاخطار ما تعتبروش في نظرك ما تعتبروش مضرب عن الطعام، هذا تجاوز وهذا انتهاك لحقه، لانه هو بمجرد انه يعلن الاضراب عن الطعام انت مجبر انك تشد عليه
يختار، ومجبر أن توفر له الرعاية الصحية والمرافقة الصحية والحماية الصحية. لذلك احنا الآن نقول بأن هؤلاء المساجين المضربين عن الطعام صحتهم هي إدارة السجن مسؤولة عليهم، ومسؤولة عليهم تحت الرقابة وتحت المسؤولية تاع الوصاية تاع النائب العام لمجلس قضاء الجزائر. وهذه هي درجات المسؤولية، أولا مدير السجن وبعدهم النائب العام، مسؤولين عن حياة هؤلاء في اتخاذ كل التدابير الصحية لحمايتهم ومرافقتهم أثناء إضرابهم. والأكبر والنقطة الأهم من كل هذه الرعاية الصحية هو تلبية مطلبهم، لأنهم يقولوا بإحنا متابعين دون وجه حق، احنا موجودين هنا بمواقف سياسية. أنا جايين للأسباب أستاذ، ولكن قبل هذا السؤال هذا ماذا بيا نحب نعرف العزلة، les prisonniers qui sont placés en isolement. مادام سيدي درتوا ايزولمون، علاه ما ديرهمش اون ايزولمون مع بعضهم لي غريفيس دو لافان؟ علاه كل واحد تعزلوا؟ ماهيش ضغط، ماهيش نوع من الضغط باش ما يديرش لا غريف دو لافان؟ باسكو سي كو ليزولمون اي تري دور دون لي بريزونيي الجيريان. لا طبعا العزلة هي نوع من المواجهة ما يسمى بالضغط النفسي، هو نوع من الضغط النفسي على المضرب عن الطعام، انه لاسيورين تاعو تولي اكثر، المساحه نتاع هذه التضييق، ويحرم مثلا من جهه التلفزيون، يحرم من التواصل مع الاخرين. وكل هذا هي شكل من اشكال الضغوط حتى يتنازل عن الاضراب عن الطعام، يشوف نفسه في زنزانه يعني فيها ظروف اقصى، يعني فيها شيء من الظروف الصعبه اكثر من القاعات اللي تكون فيها ما فيهاش اضراب عن الطعام. فلاداره السجن اساليب حتى المضرب عن الطعام يتراجع عن الاضراب عن الطعام، من بينها هذا الكلام اللي تقول فيه، وهو وضعهم في اماكن معزوله يسيروا لوحده وينحيوا كل بعض الشروط هكذا كما التلفزيون، وينحوا التواصل مع الاخرين، وهذا ما يضغط عليه اكثر باش يتراجع عن الاضراب عن الطعام. اذا فهذه الممارسات الغرض منها هو الضغط على المضرب عن الطعام حتى يتراجع على الاضراب نتاعو. هذا يعني شكرا. كثيرا ما كانت تنجح فيها. فيما يخص لي ريفونديكاسيون، المطالب تاع هاد المساجين السياسيين ما هما؟ تقدر تفهمنا علاه داروا لا غريف؟ اسكو سي دي كونديسيون دو ديتونسيون؟ اسكو سي دي ريفونديكاسيون بوليتيك؟ لا، هما ما يتكلموش اصلا على ظروف الاحتباس، هما يعتبروا اصلا بان تواجدهم في الحبس يرفضوا المتابعة من أصلها، أصل المتابعة، وجودهم في السجن يقول لك احنا وجودنا بمتابعات وهمية خيالية موجودة فقط في ذهن السلطة، احنا ما راناش إرهاب. يعني خاصة الناس اللي داروا المادة 87 مكرر، كيفاش وصلنا إلى هذا التهم؟ يعني بالنسبة لجزائريين عبروا عن موقفهم السياسي، الناس داخل السجن مصدومة من هذا التهم، الناس ماهيش مصدقة بأنها وجدت روحها بموقف سياسي، بتعبير، برأي، بفكرة، لقات روحها بقضايا تاع إرهاب يعني تشيب لها الولدان. مسألة غير مقبولة لا من الناحية السياسية لا من الناحية الأخلاقية. يعني مسألة في الحقيقة أنا مستغرب يعني كيفاش الأكاديميين، كيفاش منظمات المحامين، كيفاش أوساط شعبية واسعة، كيفاش مثقفين، كيفاش يعني حتى السياسيين، طبقة سياسية للأسف هشة ما دينونساتش هذا التهم، ما قالش بلي هذه الأشياء ما يمكنش تحدث، أنه شخص يعبر على موقف سياسي، شخص يدير أبوني لو باج فيسبوك، شخص يدير جام، شخص يكون عنده كتابات على حركة سياسية في سنوات مضت. الأكثر من هذا اللي على بالهم بها دائرة القضاء وعلى بالهم بها كثير من قضاة التحقيق وكثير من وكلاء الجمهورية، أنه الأخطر من هذا أنه التهم والوقائع اللي تابعوا بها الكثير من هؤلاء المضربين هي وقائع ترجع إلى ما قبل صدور القانون أخي جمال الدين، وهذا هو المشكل. وهذا نعم انه تدير قانون 21 وتطبقوا على وقائع صارت في 2006 في 2012 في 2019، يعني مسألة غير مقبولة من ناحية الإنسانية. القانون عاد مرجعية القوانين، ما نقدروش نطبقوا قانون يصدر اليوم على وقائع صارت البارح، هذه ماهوش موجودة. ريتروأكتيفيتي دو لا لوا.
Là, il n'y a pas de rétroactivité. J'explique à nos téléspectateurs qui ne suivent pas. Il n'y a pas de rétroactivité, du moins c'est le principe universel de droit, en termes d'application de la loi lorsqu'elle est, comment dire, répressive. On peut faire une loi avec effet rétroactif pour ce qui est avantageux, mais on ne peut pas faire une loi avec effet rétroactif avec un aspect répressif. تفضل أستاذ. دونك المشكل هو المتابعه. اولا هذا الناس يرفضوا هذه القضايا تاع الارهاب والقضايا تاع المساس بالوحده الوطنيه والمساس بامن الدوله والانتماء الى جماعه ارهابيه. هذه اشياء مصدومين منها. يعني كاين كفاءات علميه، ناس يعني من اسر يعني محترمه، تاريخ نضالي، صحفيين، مثقفين، يعني نساء، عجوزه، طفله، يعني شيء فظيع جدا وصلنا له. كيفاش ولينا بكل بساطه نجرموا الجزائريين، نتهموهم بالارهاب، نتهموهم بالمساس بالوحده الوطنيه، نتهموهم بالتهم كما هذا ونرموهم في السجون فقط بموقف سياسي، براي، بفكره. هذا هو اللي هم يرفضوه. هم يرفضوا ان يطالبوا بان تتوقف هذه القضايا وان تتوقف هذه المتابعات وان يفرج عنهم. وانا بين دوري من هذا المنظر لا اطالب فقط بالافراج عليهم، اطالب بالاعتذار منهم وبالاعتراف بان النظام السياسي يعني تجاوز في حقهم وتجاوز في حق الشعب الجزائري وتجاوز في حق الجزائر. عندما نصل الى مثل هذه المتابعات بهذا الشكل الفظيع يعني رانا طيحنا بالبلاد. يعني رانا الان نضع الجزائر في وضع سيء وسيء جدا امام لجان حقوق الانسان، امام دول العالم. يعني تقريبا بهذا النوع من المتابعات اصبحنا مسخره، ولينا ضحك امام العالم، ولينا ما نختلفوش بزاف على مصر، ما نختلفوش على الدول القمعيه، ولينا يعني قريب ليهم جوست بعد ما كنا احنا من اول النضالات تاع 5 اكتوبر 88. يعني احنا اللي عندنا تاريخ وبدينا نبنيو لبنات الديمقراطيه و 5 اكتوبر 88 قدمنا نضالات طويله في مجال الديمقراطيه باش نأسس الى شيء ما. وجدنا نفسنا بعد 3 عقود او 4 عقود وجدنا نفسنا ننتكسوا ونتراجعوا الى خمسينات وستينات القرن الماضي. هذا في الحقيقه شيء فظيع وفظيع جدا. شكرا أستاذ عبد الغني بادي، شكرا بزاف. نتمنى انك ترجع ساعة الحصة هذه. نشكرك بزاف، أثرتنا ونورتنا، بارك الله فيك. Anis El-Qama est avec nous. Merci donc Anis d'être avec nous. Nous y avions perdu tout à l'heure. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis désolé, j'ai eu des problèmes de connexion, donc ravi C'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Je salue tout le monde. Alors, Anis El-Qama, d'abord sur ce que vient de dire le maître Badi, l'avocat, militant des droits de l'homme, il a dit nous avons fait... c'est une régression on n'a pas fait du surplace, on a régressé. On n'a jamais connu ça, on est revenu... c'est incroyable ce genre de... Et on n'est pas en état de guerre. Comment expliquez-vous cette situation, ce qui se passe aujourd'hui ? Effectivement, il y a eu une régression au niveau des libertés, au niveau de l'application du droit et même au niveau du droit lui-même. C'est-à-dire que l'article 87 bis, je ne pense pas que dans les annales juridiques algériennes, il existait un article pareil. Peut-être dans les années 60-70, je ne suis pas au courant, où on mettait des opposants politiques. Mais en tout cas, on est revenu avant 88, avant la révolution du 5 octobre 88. Je l'explique par le fait que le pouvoir politico-militaire est vacillant. Ils se sont très menacés par le Hirak. Il perd ses repères, que ce soit à l'intérieur du pays, donc au niveau des masses populaires. On l'a vu avec le fait d'être sanctionné dans les élections de manière très sévère. On l'a vu au fil des élections qu'il a été sanctionné à maintes reprises. Mais également, on le voit au niveau du soutien étranger. On rappelle aussi la phrase de Macron, celle du... là où il a traité le régime de mafia, enfin plutôt de régime politico-militaire. On le voit dans le fait qu'il perd ses soutiens au niveau international, dans le fait de perdre... on l'a vu aussi en Égypte avec Sisi, on l'a vu on voit que le régime en fait perd des soutiens. Bien sûr que nous, on n'est pas pour une ingérence étrangère. Et je le répète et je le dis à chaque fois, on ne veut pas que la France ou les États-Unis ou les grandes puissances
nous aident à faire notre révolution, pas du tout. On veut juste qu'ils ne nous empêchent pas de la faire. Ce qui est vraiment différent. On veut qu'ils arrêtent de soutenir ce régime. Et dans ce cadre-là, moi, je tiens vraiment, vraiment à saluer les sacrifices de mes frères prisonniers, de mes frères et sœurs prisonniers, les sacrifices aussi des avocats comme Badi. Et je profite de cette fenêtre de communication pour appeler tous les Algériens à médiatiser au maximum cette cause, car des régimes politiques dictatoriaux ont chuté grâce à ce genre d'action. Et notre rôle à nous, surtout le rôle de la diaspora qui maîtrise plusieurs langues, qui est à l'étranger, c'est d'aller faire pression, d'aller harceler les journalistes étrangers pour pouvoir prévenir l'opinion publique de cette grève. Et en réalité, même si vous vous dites, les gens qui nous écoutent, même si vous vous dites que vous n'avez pas de contact de journaliste, pas besoin. Vous rentrez sur les réseaux sociaux, vous prenez les articles qui parlent de cette grève, ou même s'il n'y a pas d'article qui parle de cette grève, des publications, même s'il n'y en a pas, vous écrivez en commentaire de ces pages qu'il y a des Algériens qui sont en train de faire une grève de la faim. Il y a la page de France Inter et de New York Times. On peut le faire dans toutes les langues, dans différentes langues. Si on fait une action de masse un peu comme celle qu'on avait faite contre le 5e mandat lorsqu'on avait appelé les hôpitaux universitaires de Genève, on peut refaire la même chose parce qu'une grève de la faim qui n'est pas suivie par une médiatisation à l'international ne sert à rien, peut être très dangereuse contre ceux qui la pratiquent. Ben justement, Anis El Khama, au sujet de ce relais de la diaspora à l'international, bien sûr, de la cause de la question algérienne qui est complètement étouffée, c'est blackout total. Comment faire? On m'a appris, et nous en parlerons peut-être demain, qu'à Lille, il y a eu une rencontre des hirakistes algériens en France qui ont pris une certaine dispositions, notamment pour ce qui est de soutenir ce genre d'action, nous en parlerons maintenant. Mais concernant cette affaire de grève de la faim, et je poserai la question à mes autres invités aussi, est-ce qu'il n'y a pas des actions en vue pour se porter au secours de ces grévistes qui risquent de s'amplifier puisque plusieurs prisons accueillent, si je peux me permettre ce verbe, plus de 330 prisonniers politiques du Hirak seulement. Je ne parle pas des prisonniers politiques des années 90. Oui, des actions, en fait, il y a des réflexions autour d'actions. Moi, je ne peux pas vous en parler directement comme ça. Seule chose que je peux dire, c'est qu'un simple citoyen qui habite à l'étranger n'est pas dénué de moyens. Il a moyen de communiquer, il a moyen de consulter, comme je vous l'ai dit, des réseaux sociaux, de médias. Et ça, c'est un moyen très basique que l'on peut tous faire. On peut également, les personnes qui sont à l'étranger peuvent aller communiquer avec des personnes autres, des personnes étrangères, des personnes qui ne sont pas algériennes pour pouvoir leur en parler tout simplement. Des actions de collage aussi sont anticipées aussi par rapport aux détenus d'opinion. Donc il y a des affiches qui peuvent être faites, qui peuvent être mises un peu partout. Le plus important est de ne pas rester sans rien faire alors que nos frères et sœurs sont en train de le payer dans leurs entrailles et dans leur chair. Le Hirak n'est pas du tout fini. Au contraire, on commence à rentrer dans une phase beaucoup plus intéressante dans laquelle le régime est menacé rien qu'avec un like sur Facebook. Donc, au contraire, ça ne veut vraiment pas dire que le régime est puissant. Ça veut dire qu'il est menacé par des choses qui nous paraissent futiles. Donc, la fin du Hirak, enfin en tout cas de cette phase-là du Hirak dans laquelle on est dominé par le régime, commence à apparaître. En tout cas, selon moi. Très bien. Alors, on a perdu Elia et Jody. Je reviens à Farida Hamidi. J'espère que nous allons pouvoir retrouver Elia et Jody. Farida Hamidi, est-ce qu'il y a dans l'air un retour du Hirak? C'est ce que tout le monde est en train de dire en ce moment. Est-ce que vous souhaitez d'abord faire un commentaire sur ce qui a été dit avant de répondre à cette question? On ne vous entend pas. Farida Hamidi? Vous ne nous avez pas entendu, Farida? Bon, il y a un souci. Est-ce qu'Alia et Jody est des nôtres?
Ali Djoudi, nous vous avons perdu, nous vous avons retrouvé. Marhaba bik. Ali Djoudi, est-ce que le Hirak est mort, comme l'a dit Tebboune lui-même, comme l'a dit Chengueriha, comme le dit la presse inféodée au système et tous les relais? Ou est-ce que sous la cendre, la braise est toujours vive et que cette grève peut être l'annonce d'un grand retour pour ce 22 février tant attendu? Est-ce que vous pensez que c'est un signal ou que c'est juste un mouvement d'humeur de prisonniers politiques qui refusent d'être en prison pour des motifs fallacieux? Oui, pas du tout. Moi j'estime que le Hirak, tout d'abord, c'est pas une action déterminée, limitée dans le temps ou dans un espace géographique. Le Hirak, c'est une idée. Le Hirak, c'est un projet. Le Hirak, c'est une vision. Le Hirak, c'est une vision d'un peuple qui veut en finir avec cette gêne militaire. Donc moi, je pense que le Hirak, plus que jamais, il est ancré dans la pensée de la société, dans la pensée du peuple algérien. Et le pouvoir a peur et il est pratiquement terrorisé. Il a peur que le Hirak revienne en force, occupe le terrain, les ruelles. Eh bien, elle fait tout pour essayer d'imposer sa feuille de route, son dictat, sa violence pour faire peur au peuple. Moi, je n'ai jamais cru une seule seconde à l'échec de ce Hirak, parce que d'abord, c'est pas du tout normal et logique de parler de l'échec de Hirak. Pourquoi? Parce que le Hirak, c'est de nouveau l'unité, un pacte entre tous les Algériens après 1962. C'est pour la première fois que le peuple algérien s'est mis d'accord sur des actions, sur une position vis-à-vis de ce pouvoir. Moi, j'estime que le Hirak a réussi à unifier, à rassembler le peuple algérien contre cette dictature, contre ce régime militaire. C'est tout à fait normal que le pouvoir fera son mieux pour minimiser, diaboliser les actions de ce Hirak, de ces détenus, de ces hirakistes, de ces figures emblématiques de ce mouvement. Mais une chose est certaine, les gens qui sont en prison, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de cette révolution. Au sujet, Ali Djoudi, de ces initiatives à l'étranger, dont celle très remarquable de Riposte Internationale, cette organisation dont vous êtes le coordinateur général, est-ce que de vraies actions, comme celles que vous menez vous-même d'ailleurs, peuvent fleurir dans le paysage politique algérien à l'étranger, de la même manière que cela a été le cas, par exemple, durant les premiers mois du Hirak, rappelez-vous, à Paris, comme le 1er novembre 2019, qui a vu 80 000 Algériens à Paris en train de défiler. Est-ce qu'il y a aussi l'espoir d'un tel retour de la diaspora à l'étranger, mais surtout de la naissance d'organisations, de mouvements qui soient pointus, qui soient spécialisés dans des questions et d'autres pour porter assistance au Hirak et internationaliser la situation à l'étranger, la situation algérienne à l'étranger? Merci pour ce rappel, cher Djemal. Juste pour rappeler que la diaspora est au niveau de la région parisienne ou au niveau de la France. On est en train de se préparer. Il y a eu des réunions. Il y a une réunion jeudi prochain pour préparer une marche grandiose
le dimanche 20 février à la place de la République vers la place de Mais Ali Adjoudi, vous ne pouvez pas dire une marche grandiose puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Ah non, pas du tout. Déjà, il y a eu des pourparlers, il y a eu des camarades de Hirak, de Parisiens, se sont déjà réunis et nous avons déjà programmé une réunion jeudi à 16h à Paris 11e pour parler justement, pour discuter des détails de cette marche. Donc le Hirak n'a pas échoué et la mobilisation est toujours intacte et nous comptons organiser une grande marche le dimanche 20 avril 20 février. À la place de la République. Et encore justement pour vous mettre à l'aise, cher Djemel, c'est que nous allons organiser. La décision a été prise sans passer lors d'une assemblée générale de réponse avec les animateurs de ce Hirak d'organiser un rassemblement à Genève devant le siège du Haut Commissariat des droits de l'homme, justement pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à ce pouvoir, à cette violence du pouvoir militaire algérien, et pour justement donner un écho à cette révolution, à ce Hirak algérien. Donc le vendredi 25 février, alors d'abord, dimanche 20 février, nous serons à Paris pour une grande marche grandiose, et le vendredi 25 février, nous allons organiser un grand rassemblement devant le siège des Nations Unies du Haut Commissariat des droits de l'homme, justement pour dénoncer ce pouvoir totalitaire, cette mafia politico-financière. Et nous y reviendrons, Ali Adjoudi. Pardonnez-moi de vous interrompre. Farida Hamidi, merci d'être avec nous de nouveau. J'allais partir dans le Faridi Hamida. Farida. Alors, Farida, pardon pour cette interruption. Il n'y a pas de souci. En fait, je voulais juste revenir sur ce que disait Maître Rani Badi. Effectivement, en fait, ces prisonniers là d'opinion politique, c'est à la base des gens qui n'ont rien à faire en prison. Leur place n'est pas en prison. On ne peut pas physiquement emprisonner quelqu'un parce qu'il a dit ce qu'il pensait. On ne peut pas mettre à l'écart une personne comme un vulgaire criminel qui s'est exprimé sur une opinion. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, les criminels, ils sont à l'extérieur. Ce sont des usurpateurs politiques. Ce ne sont pas des hommes politiques. On le sait très bien. C'est pour ça qu'on parle de façade physique, civile d'ailleurs. Ce sont des usurpateurs politiques qui ont fait d'un parcours dictatorial un projet politique. Ils l'ont inscrit dans une constitution et sur laquelle ils ont légiféré. Leur seul problème maintenant, c'est qu'ils sont complètement coincés. Quand bien même ils ont inscrit cette dictature dans un cadre de loi, ils sont illégitimes, le peuple le leur a signifié. D'ailleurs, ça veut dire usurpateur. C'est quelqu'un qui a usurpé l'identité professionnelle d'une fonction. Il n'a rien à faire là où il est, tout simplement. Ils ne le reconnaissent pas comme président légitime et du coup, ça fait tomber tout le reste comme un château de cartes. Donc tout ce qu'ils ont manigancé, tout ce qu'ils ont mis en place, ça ne marche pas. Maintenant, effectivement, la problématique, c'est que ils ont le pays en otage entre leurs mains. Parce que si vous voulez, les prisonniers politiques qui sont actuellement en prison, et depuis toujours, en Algérie, il y a toujours eu des prisonniers politiques. Donc on s'arrête aux années 90, mais si vous revenez en arrière, il y a toujours eu des assassinats, il y a toujours eu des prisonniers politiques.
donc, ils ont, si vous voulez, à la base, le plus grand. Et justement, Farida, pardonnez-moi de vous interrompre. Pardon, Farida. Pourquoi personne ne parle des prisonniers politiques des années 90 qui sont en train de mourir en prison, dont plusieurs sont morts dans l'indifférence la plus totale, au prétexte que pour ceux qui se disent démocrates, laïcs, qu'ils méritent ce qui leur arrive, alors que tout le monde sait qu'ils ont été torturés, que leurs aveux ont été extorqués par la violence, et que dans la complicité, le blackout total. Pourquoi les gens ont honte ou peur de parler de ces prisonniers politiques qui ont tellement souffert et qui continuent de souffrir? Je ne vais pas prétendre connaître la réponse à ce pourquoi, Jamel. C'est une question complexe qui nécessite une émission, voire de plusieurs émissions pour discuter de cette problématique-là. Maintenant, il faut que les gens parlent de ces prisonniers-là de manière dépassionnée et de manière à ce que ça soit un discours intelligible et que ça soit un échange apaisé entre gens de différentes idéologies. Effectivement, il y a un grand problème et si on le reconnaît pas, je pense que ça posera problème pour avancer justement dans le cadre de cette révolution-là. C'est qu'il faut que les esprits s'apaisent et il faut que les gens puissent discuter de manière intelligente, vivre en bonne intelligence pour qu'on puisse se comprendre et savoir comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là justement sans se sauter les uns sur les autres, sans s'incriminer de quoi que ce soit, parce que on entend le mot terroriste d'un côté, on entend de l'autre côté le mot, excusez-moi pour le terme, moi je le vois dans plusieurs, malheureusement, publications de personnalités du Hirak, démocratie. Personnellement, dans les années 90, en tout cas, je suis parmi les personnes qui parlent de ces prisonniers-là et j'ai déjà évoqué le sujet. Je n'ai pas de tabou. J'évoque tout, moi. Je parle de tout, j'ai pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que dans les années 90, j'étais une adolescente. Je suis partie de l'Algérie, j'avais 22 ans. On ne peut pas m'incriminer d'éradicatrice ou quoi que ce soit. Cela dit, je pense que parler aussi de la démocratie dans un certain terme, je pense qu'il y a une volonté de pervertir aussi une notion à laquelle tiennent beaucoup de gens, y compris ma personne, et dans laquelle je n'ai pas du tout l'intention d'éradiquer les gens qui n'ont pas la même idéologie que moi. Donc, en fait, le discours doit être dépassionné d'un côté et d'un autre pour qu'on puisse avancer la main dans la main, comme on a dit au tout début du Hirak, et qu'il faut qu'on respecte nos propres principes si on veut faire face à cette junte-là qui, justement, se cannibalisent, ils sont anthropophages entre eux, mais par contre, quand il s'agit du peuple, c'est très étonnant. Ils peuvent faire bloc contre nous. Donc ça, ce qu'on a dit, les principes qu'on avait érigés au début du Hirak, je pense qu'on a tout intérêt à les respecter. À un moment donné, il faut faire le bilan et se dire qu'est-ce qui a changé si jamais il y a quelque chose qui a changé. Voilà, pour ma part, rien n'a changé. Je mets ma main dans la main de tout le monde à condition qu'il y ait sincérité et qu'on ait les mêmes objectifs, c'est Yitnahaw Ga. Pour ma part, c'est mon seul objectif. Et après, je reviens à mon travail. Très bien. Restez avec nous, Farida Hamidi. Anis El-Qama, sur cette question de... très vite, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on essaiera d'y revenir, de consacrer une émission à ce sujet. Les prisonniers politiques qui sont en prison, les islamistes, qui ont été accusés de terrorisme par des juges aux ordres, dans des parodies de procédures, et qui sont en prison, dont plusieurs sont morts en prison, dans l'indifférence la plus totale. Pourquoi n'y a-t-il pas de justice pour eux? Pourquoi les démocrates ou ceux qui se disent tels, même s'ils n'épousent pas leurs hypothèses et leur idéologie, pourquoi font-ils deux poids et deux mesures? Pourquoi ont-ils honte ou peur de parler de ces victimes de l'oppression et de l'injustice?
Pour vous dire exactement pourquoi, il faudrait une étude sociologique ou psychosociologique et on n'a pas trop les moyens d'aller le faire sur le terrain. Je peux vous dire mon avis sur cette question-là. Tout ce qui s'est passé durant les années 90 est tellement enchevêtré, tellement emmêlé et tellement sujet à manipulation pendant cette période et après cette période, et on a eu l'occasion d'en parler dans une autre émission, que le plus intéressant serait de régler tout cela dans un cadre démocratique et dans un cadre de justice juste. On ne saurait démêler le vrai du faux, on ne saurait démêler la manipulation de la vérité, on ne saurait démêler l'injustice de la justice que dans un cadre légal, un réel cadre légal. Il y a des dispositifs juridiques faits pour cela et ça peut être appliqué après de longues périodes. On a vu ça en Afrique du Sud, on a vu ça en Tunisie, on a vu ça au Rwanda. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit ma camarade Hamida. Votre camarade et votre collègue. Collègue et camarade, exactement. Psychologue comme moi. La question de la manipulation et de l'outrance et des attaques doivent se poser aux deux niveaux. Au niveau des personnes dites, moi je n'aime pas le terme démocrate parce que pour moi, on peut être démocrate et avoir une influence, disons, islamiste. On peut en débattre de ça, mais en tout cas, on va dire progressiste. Et islamiste, il faut demander aux deux camps de tenir le pacte tacite qu'on avait passé au début du Hirak, c'est-à-dire de ne pas s'agresser et de faire front contre le régime. On ne saurait tolérer d'aucune part des attaques. En ce moment, malheureusement, il y a eu bien sûr des attaques de la part de progressistes, et j'ai été là pour les critiquer, notamment en Place de la République, mais aussi en Algérie. Mais en ce moment, on remarque aussi une montée d'un certain populisme de l'autre camp, et on ne nous demande pas à nous, lorsqu'on répond à ce populisme, on n'a pas à nous dire qu'on est en train de diviser le Hirak. Répondre au populisme n'est pas diviser le Hirak. Ceux qui divisent le Hirak, c'est ceux qui font preuve de populisme. C'est ceux qui utilisent leur fenêtre YouTube avec leurs millions de vues et leurs fans parfois malheureusement aveuglés, qui essaient de manipuler ces masses-là, qui font preuve de division. Nous sommes prêts, comme me dit ma camarade et consoeur, à mettre la main dans la main, et nous le faisons en réalité, mais à condition que tout le monde respecte ce cadre-là et que tout le monde se dise qu'on devrait calmer le jeu pour pouvoir faire front contre le régime, parce qu'en réalité, on n'est pas aveugle. Et contrairement à ma camarade, moi, je ne crois pas à la sincérité politique. Moi, j'ai une vision assez machiavélienne des choses. Malheureusement, l'être humain est assez utilitariste et assez égoïste aussi. Mais par contre, je crois au fait que à chaque fois qu'il y aura des outrances de la part des conservateurs ou des populistes, on sera là aussi pour répondre, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Voilà. Très bien. Mais sinon, comme c'est le dernier tour de micro, Anis Qama, pour ce retour annoncé du Hirak, vous pensez que cette grève de la faim des prisonniers politiques d'Al-Harraj peut être le signe d'un frémissement, du moins, si ce n'est d'un retour du Hirak? Alors pour moi j'ai analysé la situation depuis quelques semaines, et il y a un indicateur qui ne trompe pas sur le fait qu'on rentre dans une nouvelle phase, c'est l'effervescence qu'il y a dans les stades de football. Le régime algérien fait des pieds et des mains pour pouvoir interdire des clubs, et je crois que l'interdiction court toujours pour les stades à Alger et dans d'autres grandes villes pour qu'il n'y ait pas de supporters et que les matchs se jouent à huis clos. Ce n'est pas du tout anecdotique, hein. Le football en Algérie, comme dans d'autres pays, comme en Amérique du Sud surtout, et les stades de foot sont un indicateur essentiel pour comprendre les dynamiques sociologiques qui se passent dans nos sociétés, car tout simplement les espaces d'expression et de réflexion et de citoyenneté sont fermés. Donc on a vu avec l'arrestation des gens de Rage, avec la fermeture de leur association, avec l'interdiction. Donc on vous ferme tous les espaces de réflexion, tous les espaces d'action aussi citoyens, on vous laisse que le stade de foot. Et on a vu récemment le retour des champs politiques dans ces stades, donc il y a quelques semaines. Et donc on rentre dans une nouvelle phase du Hirak qui peut préfigurer un retour à la rue. Et bien sûr que j'ai été parmi les premiers à demander aux gens de faire attention par rapport au Covid et aux mesures sanitaires, mais malheureusement, je ne pense pas que le peuple algérien peut continuer à supporter autant de répression, autant
d'inégalité, autant d'utilisation du droit et du dispositif juridique pour pouvoir les réprimer. Je pense réellement, et là je me situe au niveau descriptif, je ne fais aucun appel de l'étranger, je pense que les personnes sont prêtes à réinvestir les rues et je ne peux qu'appeler d'ici, de l'extérieur, à la silmiya qui a toujours été notre arme depuis le début. Merci Nice. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ali Adjoudi, pour le coup, vous avez le mot de la fin. J'aimerais vous poser une question. Comment faire, vous, au sein des militants, au sein de tous ceux qui s'engagent pour l'avènement d'un État de droit, comment faire pour que le droit et la justice, plutôt que les victimes de l'injustice, ne soient pas modulables en fonction de leur appartenance idéologique à un trottoir idéologique ou l'autre? Comment faire pour que les militants comme vous, qui se disent démocrates, qui se disent laïcs, qui se disent islamistes, puissent envisager le droit et la justice de la même façon pour toutes les victimes? Tout d'abord, je dois signaler quelque chose que le vendredi 28 janvier, nous avons organisé un rassemblement le soir à Place de la République, justement en guise de soutien à ces détenus qui ont entamé le premier jour de grève. Premièrement. Deuxièmement, je tiens à signaler quelque chose, justement, contrairement à ce que j'ai entendu. C'est que moi-même, j'ai participé à plus d'une dizaine de rassemblements devant l'ONDH à Alger, les années 90. Et moi qui étais ancien membre du Conseil national du FFS, le siège du FFS est devenu le siège de l'association des détenus, des familles des disparus. Juste pour dire qu'on n'a jamais été sélectif. Nous avons défendu tous les détenus, les disparus, quelle que soit leur couleur politique. Et encore une fois, pour Réponse internationale, nous avons défendu Hassan Bourras, comme nous avons défendu Ben Naoum, comme nous avons défendu Hamou Boumdine et Bouaziz Chibib. Il n'y a jamais eu de distinction. Et au contraire, nous avons défendu tous les détenus de l'Algérie, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, qu'ils soient Chaoui, Kabyles, Oranais ou Mouzabites, quelle que soit l'appartenance ethnique, géographique et politique. C'est important de le signaler. Nous avons, à chaque fois, nous avons fait de notre mieux pour, justement, mettre en relief ces sacrifices. Et d'ailleurs, nous allons organiser le vendredi 25 février, juste après la marche du 20. Nous allons organiser la marche le 20 parce que le 20 ici à Paris, c'est le dimanche. Et le 22, ce sera mardi, c'est une journée de travail. Donc le 20, le peuple algérien est appelé à rejoindre massivement la place de la République pour une marche de soutien, une marche du peuple algérien contre cette dictature. Et le vendredi 25 février, nous allons organiser, en tant que communauté algérienne, un rassemblement devant le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève, le symbole des Nations Unies, un rassemblement pour revendiquer la libération de tous les détenus algériens. Donc nous ne sommes pas sélectifs, la diaspora est mobilisée plus que jamais et il est à l'avant-garde de ce Hirak. Je salue les détenus, les grévistes, les familles des grévistes, les avocats, le peu d'avocats qui est resté sur 49 000, sur un bataillon de 49 000 avocats, il y a à peine une dizaine, une vingtaine d'avocats qui se sont portés encore volontaires à défendre. Voilà. Et donc nous sommes pleinement avec les détenus, avec le Hirak et avec notre patrie.
Merci Ali Aïdjoudi, merci Valida Hamidi, merci Anis Elkama, merci Maître Abdelghani Badi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Les gens nos compatriotes qui ont entamé une grève de la faim, ils sont dans une dynamique, dans une initiative, dans une action politique. Leur but n'est pas de revendiquer de meilleures conditions de détention pour payer. Ils sont en prison pour payer des crimes qu'ils ont commis. Ils sont en prison pour avoir osé demander l'avènement d'un État de droit. Ils veulent vivre en démocratie, là où le président de la République est élu par le peuple, là où la Constitution est faite par le peuple et ses représentants, là où la justice est la même pour tous, où le juge ne travaille pas sur injonction téléphonique, où la presse ne travaille pas sur sommation téléphonique, où les pouvoirs sont séparés, où la démocratie est réelle, où même le pouvoir de l'argent, ce fameux pouvoir dont on n'en parle pas dans la séparation des pouvoirs. Et c'est ce que sont en train de revendiquer nos frères et nos sœurs qui sont en prison. Et le moins que nous puissions faire tous autant que nous sommes, c'est de les soutenir de la meilleure façon que nous puissions entreprendre. Par les réseaux sociaux, en participant à des marches, en écrivant ou en allumant une toute petite bougie sur le bord de sa fenêtre ou de son balcon. Awala khair, salama.